Et les Samoris et consorts ont vendu au Fula qui sait combien de captifs. Voilà une affirmation des colons français, témoins du marchandage des esclaves, à partir d'une certaine période en Afrique, et qui illustre l'ampleur du commerce d'esclaves que gérait Samori Touré, et particulièrement des nombreux esclaves qu'il a chassés et capturés au Soudan pour les importer au Fouta Djallon. Nous nous intéressons à cela car voilà la vraie origine des prétendus Djallonké qui sont aujourd'hui au Fouta Djallon. Ces gens importés en masse au Fouta par Samori Touré, comme du bétail, ne sont nullement des autochtones du Fouta. Ce ne sont même pas des Djallonké, mais des imposteurs qui viennent de plusieurs ethnies différentes, qui ont été chassés et capturés en dehors du Fouta. Je répète, ils ont été chassés et capturés en dehors du Fouta. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre Grace aux preuves incontestables, qui sont ces gens qui se cachent derrière le mot Djallonké pour prétendre être les propriétaires du Fouta, alors qu'en réalité, cela ne fait pas plus de 200 ans depuis qu'ils ont été importés au Fouta. Je vous ai déjà prouvé dans la précédente vidéo que les Peuls circulent dans cette zone depuis au moins 5000 ans. On ne va pas revenir sur la question évidente de savoir qui sont les autochtones du Fouta. Ces gens aujourd'hui qui se font passer pour des Djallonké ne le sont pas. Ils sont issus d'ethnies très diverses originaires du Gabou, du Soudan et autres. Ils ne se font passer pour des Djallonké que pour manipuler l'opinion de la masse ignorante. Il y a eu très peu d'esclaves Djallonké au Fouta, car lorsque les Peuls ont libéré le Fouta de la persécution des païens Djallonké, la majeure partie des Djallonké ont fui vers la côte atlantique. Une grande partie de ceux qui sont restés se sont convertis à l'islam et une très petite partie a été réduite à l'esclavage. La plupart de ceux qui ont été réduits à l'esclavage vont être affranchis ou alors s'enfuir vers la côte. Ce sont par exemple les Miki-Forés, comme l'ont remarqué les explorateurs européens. Je cite, « Les Miki-Forés sont d'anciens captifs du Fouta Djallon qui ont repris leur liberté. » Fin de citation. Pour faire court, l'extrême majorité des prétendus Djallonké du Fouta aujourd'hui sont des descendants d'esclaves originaires de l'extérieur du Fouta qui ont été importés dans le Fouta en 3 occasions différentes. La première source est celle des batailles que le Fouta menait à ses ennemis en dehors du Fouta, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il faut savoir que l'État du Fouta livrait beaucoup de batailles, non seulement pour sa survie, sa sécurité, mais aussi pour venir en aide aux musulmans persécutés par les païens dans la zone. À chaque fois que l'État du Fouta remportait une bataille, c'est-à-dire presque toujours, les vaincus, comme cela était courant à cette époque, étaient réduits à l'esclavage. Un des exemples frappants serait l'appui militaire que le Fouta Djallon avait fourni aux Peuls du Bundu, avec Malik Sy à leur tête. En effet, l'État du Fouta Djallon vint au secours des Peuls musulmans du Gabou, qui étaient persécutés par des mandingues païens et féticheurs, les mêmes que les Donzo cannibales d'aujourd'hui. La victoire des Peuls est écrasante et l'ennemi est vaincu. Ce sont des milliers de vaincus qui sont alors réduits à l'esclavage et importés du Bundu vers le Fouta Djallon pour s'occuper de l'agriculture. Un document de l'administration coloniale française dit ceci au sujet des esclaves capturés par l'armée du Fouta après cette bataille au Bundu. Je cite, « Ceux-ci, le Fouta Djallon, envoyèrent pour le secourir une armée de plus de 20 000 hommes, lesquels, la guerre terminée, rentrèrent dans leur pays, chargés de butin et emmenant en captivité la plus grande partie de ces peuplades malinquées, dont, aujourd'hui, nous ne retrouvons plus de traces dans le Bundu. » Fin de citation, c'est une partie de ces malinqués capturés au Bundu qui se font passer pour des Djallonké aujourd'hui. Des batailles comme celle du Bundu, il y en avait beaucoup et donc beaucoup d'esclaves. On peut citer aussi l'aide militaire que le même État du Fouta Djallon apporta aux Peuls du Gabou martyrisés et asservis par la dictature mandingue de Dianké Wali. Suite à la victoire des Peuls, les vaincus furent aussi réduits à l'esclavage et importés au Fouta. Ces gens n'étaient pas du tout Djallonké ni autochtones du Fouta, mais capturés en dehors du Fouta à partir des années 1860, soit à peine 165 ans maintenant. La deuxième source est celle des vendeurs d'esclaves, comme Samori Touré. Il faut savoir que vers la fin, le Fouta faisait face à des divisions internes inutiles. L'État ne menait presque plus de batailles contre l'ennemi extérieur et les familles, par avarice de pouvoir, se déchiraient entre elles. À partir de cette période, ce sont les commerçants d'esclaves qui fournissent la presque totalité des esclaves.
Le plus grand d'entre eux est Samori Touré. Il avait comme activité principale la dévastation de villages pour réduire les habitants en esclaves et les vendre à divers acheteurs, arabes, peuls ou touaregs. Sa zone de chasse d'esclaves s'étendait de l'actuelle Haute-Guinée au Burkina, en passant par le Mali et le nord de la Côte d'Ivoire. L'administration coloniale française signale ceci au sujet de Samori, je cite, « Samori échangeait ses captifs contre des bœufs, de l'or et de l'ivoire, avec lesquels il achetait aux Anglais de Sierra Leone des chevaux, des armes, de la poudre. Des bœufs que Samori achetait aux Fouta en échange d'esclaves. Cela revient dans plusieurs autres documents de l'administration coloniale. Je cite, « Par la suite, les Foulas y ajoutèrent des esclaves du groupe Mandingue, des Malinqués surtout, des Soussous peut-être aussi, achetés aux négriers tels que Samori. » Dans le même paragraphe, toujours je cite, « Il y a eu aussi des achats chez les Kissiens de Haute-Guinée, chez les Bassaris. Cela démontre aussi le fait que certaines familles ou chefferies vendaient leurs propres frères comme esclaves aux Peuls. » Dans un autre document, il est dit « Samori est moins un fondateur d'empire qu'un pourvoyeur d'esclaves. C'est le grand maquignon du Soudan. N'a-t-il pas été, lors du siège de Sikasso, obligé de vendre quelques-uns de ses sujets pour se procurer des chevaux et de la poudre ?» On voit bien que Samori, dans sa guerre contre les Français, avait une grande armée qu'il devait nourrir. C'est là que les bœufs du Fouta entraient en jeu. Ceci est donc la seconde source d'esclaves importés au Fouta et vendus par Samori. Là aussi, ce ne sont pas des autochtones du Fouta, ni des Djalonké, mais des gens d'ethnies diverses qui viennent de zones lointaines et qui n'ont pas fait plus de 130 ans depuis qu'ils ont été importés au Fouta. À ce niveau, on se rend compte que la majorité des esclaves au Fouta ne sont ni Djalonké, ni autochtones, mais issus d'ethnies diverses qui ont été importés au Fouta très récemment. C'est d'ailleurs cela qui explique que la majeure partie de ceux qui se font passer pour des Djalonké ne parlent pas un mot de Djalonké. En réalité, vu que les esclaves étaient d'ethnies différentes non Djalonké, ils ne pouvaient pas s'entendre avec des langues différentes. Cela les a conduits à adopter le Pulaar comme langue de communication entre eux. Si ces esclaves étaient des Djalonké, pourquoi auraient-ils abandonné leur langue pour parler celle des Peuls? C'est impossible. La seule explication, c'est que ces esclaves parlaient des langues différentes, et donc que c'était des ethnies différentes qui sont originaires de l'extérieur du Fouta Djalo. Ceux-là encore qui se font passer aujourd'hui pour des Djalonké n'ont pas fait plus de 130 ans depuis qu'ils ont été importés au Fouta par Samori Touré. Et encore, lorsque la France va détruire l'État du Fouta et l'inclure par la force dans la Guinée française, la France va interdire l'esclavage dans ses colonies. Suite à cela, beaucoup d'esclaves vont fuir et sortir du Fouta. Mais à partir des années 1900, la France commence à lancer des travaux et des investissements au Fouta. Or, les Peuls refusent de faire les tâches qu'ils considèrent comme ceux des esclaves. Et d'ailleurs, Louis Toyer fournit un témoignage de cela. Je cite, « À l'époque où j'étais en Guinée française, 1905 à 1907, on ne les employait pas pour les travaux de terrassement comme les nègres, car les Peuls s'enfuyaient. Et si on les contraignait à rester et à travailler, mouraient. » Fin de citation. Face à cette situation, la France importe de nouveau des travailleurs, des esclaves en réalité au Fouta. Ces esclaves sont originaires de la Haute-Guinée, de la Guinée forestier et même du Soudan français, l'actuel Mali. Les travaux que faisaient ces esclaves duraient pendant des années et des années, il fallait donc les loger durant ce temps. Les Peuls n'acceptant pas de partager leur village avec les esclaves des Français, ces derniers sont logés dans les anciens villages d'esclaves, les Roundés qui appartiennent aux Peuls, mais ont été réquisitionnés par les colons. Cela est aussi illustré dans plusieurs documents de l'administration coloniale. Je cite, « La moyenne Guinée fait appel à la main-d'œuvre étrangère composée de Soussous, Malinqués, Kissiens, mais ne peut guère compter sur les populations locales assez clairsemées. » Fin de citation. C'est la troisième vague d'esclaves, et c'est de cette vague qu'est issue la majorité de prétendus Djalonké du Fouta. Ce sont des étrangers importés par la France qui n'ont pas fait plus de 125 ans au Fouta, car c'est à partir des années 1900 que la France les a importés au Fouta pour faire ses travaux. Pour pouvoir prétendre être les autochtones, ces gens ne pouvaient pas se présenter sous leurs vraies identités, car on aurait su qu'ils viennent de l'extérieur du Fouta. Ils ont donc décidé de se faire passer pour des Djalonké afin de manipuler les ignorants. Ce sont ces gens importés qui se prennent pour des autochtones
Ils nous volent nos terres et violentent nos familles en nous traitant d'étrangers. Sachez mes frères qu'il ne faut pas transiger ou négocier avec ces gens. On doit les retourner là où ils étaient et récupérer nos terres sans la moindre hésitation. On ne peut accepter cette manipulation faite par des étrangers se faisant passer pour des autochtones. Qu'Allah libère le Fouta de la domination mandingue.